Le japonais est une langue d'Asie de l'Est parlée par plus de 120 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait l'une des langues les plus parlées, mais c'est aussi l'une des langues les plus apprises. Que ce soit en France ou à l'étranger, le Japon suscite un intérêt, voire une fascination, à travers les mangas, l'animation, les jeux vidéo, les arts martiaux, la gastronomie. Bref, tout le monde peut trouver une raison de s'intéresser à la culture japonaise et par extension d'en apprendre la langue. Le japonais est donc l'une des langues les mieux identifiées. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Pourtant, il reste mal connu, à commencer par ses origines. Le français, à l'inverse, est bien connu. Membre de la famille des langues latines, aussi appelées langues romanes, comme l'italien ou l'espagnol, elle-même membre de la grande famille des langues indo-européennes. On peut donc retracer les racines du français à travers le latin et l'indo-européen ancien. Le japonais, quant à lui, reste mystérieux. D'où vient-il? À quelle famille appartient-il? Que sait-on de ses origines? Dans cette série de vidéos, partons donc à la découverte des origines du japonais, à travers la linguistique, l'archéologie et la génétique. Le japonais présente la particularité d'être la langue nationale du Japon sans y avoir le statut de langue officielle. Étonnamment, il existe un seul endroit au monde où il possède ce statut, Angaur, une petite île des Palau, où plus personne ne le parle à la maison. Le Japon, qui est un état unitaire fortement centralisé, reconnaît officiellement une seule et unique langue japonaise avec un ensemble de dialectes. Mais ce n'est pas ce que pensent les linguistes. En réalité, le japonais est une langue parmi plusieurs dans une toute petite famille de langues qui s'appelle les langues japoniques, ou en japonais la famille de langues Nippo-ryūkyū. On a longtemps pensé que le japonais constituait un isolat, c'est-à-dire une langue inclassable que l'on n'arrive pas à rattacher à une famille de langues connues. Près de chez nous, le basque est un bon exemple d'isolat car elle résiste à toute tentative de classification. Il existe désormais un consensus. Le japonais fait partie de la famille japonique, elle-même considérée comme une famille sans parenté, ce qui en fait l'une des familles de langues primaires du monde. Des tentatives ont été faites pour rapprocher cette famille d'autres langues, mais aucune de ces classifications ne fait aujourd'hui l'unanimité. Maintenant, que contient cette fameuse famille japonique? Quelles sont les langues qui la composent aujourd'hui? Tout d'abord, le japonais et ses différents dialectes. Ensuite, les langues Ryūkyū. Elles sont parlées dans l'archipel des îles Ryūkyū, comme leur nom l'indique, qui s'étend entre le sud-ouest du Japon et Taïwan, et dont l'île la plus connue est Okinawa. Elles étaient autrefois classées comme des dialectes du japonais, ce qui est d'ailleurs encore aujourd'hui la position officielle du gouvernement japonais, mais on considère désormais qu'elles forment une branche à part des langues japoniques. La plus connue de ces langues est l'okinawaien. Autrefois parlé par plus d'1 million de personnes, son usage recule toutefois rapidement par rapport au japonais. Abordons enfin le cas de la langue Hachijo, historiquement parlée dans l'archipel d'Izu, au sud de Tokyo, et dans l'archipel d'Aitō, à l'est d'Okinawa. Elle est parfois classée parmi les dialectes du japonais, mais certains linguistes voient en elle une langue japonique à part entière. Lorsqu'on souhaite étudier et classifier une langue, il est essentiel de se pencher sur ses mots, sur son vocabulaire. Et ce que l'on remarque avec le japonais, c'est qu'il s'agit d'une langue fortement créolisée. C'est-à-dire qu'elle a reçu de nombreuses influences extérieures et qu'elle les a intégrées à son vocabulaire pour former un mélange unique au monde. Les mots du japonais se répartissent comme suit. On trouve tout d'abord le wago ou le yamato kotoba. Il s'agit des mots hérités de la langue japonaise archaïque que l'on peut qualifier de purement japonais. Ils représentent environ le tiers du vocabulaire. Ils peuvent s'écrire en kanji, en hiragana ou dans un mélange des deux. Cependant, la majorité du lexique est composée de kango, issus du chinois. Leur nom, kango, signifie littéralement mot des Han, autrement dit des chinois. Ils ont été empruntés au chinois, qui est une langue complètement différente du japonais, qui appartient à la famille des langues sino-tibétaines. Ils ont ensuite été adaptés à la prononciation japonaise. Ils sont généralement écrits en kanji, car ils ont été pris au chinois directement avec leur graphie. Plus tardivement, en s'ouvrant au commerce international, le Japon a emprunté des mots à d'autres langues. Ce sont les gairaeko. Ces mots proviennent principalement de langues occidentales, comme le portugais, le néerlandais, plus récemment le français, l'allemand et désormais beaucoup d'anglais. Il existe une poignée de mots d'origine chinoise qui sont classés dans cette catégorie plutôt que dans les kango, car ils sont entrés récemment dans le vocabulaire japonais. Le plus souvent, les gairaego sont écrits en katakana, c'est d'ailleurs l'un des usages principaux de cette écriture en japonais. Terminons avec une catégorie un peu à part, les konshugo.
ce sont des mots hybrides qui combinent plusieurs origines. Par exemple, une partie du mot est d'origine chinoise et l'autre partie d'origine purement japonaise. Lorsqu'on se penche sur l'origine des mots japonais, un constat s'impose. Presque la moitié des mots vient du chinois, contre un tiers seulement de vocabulaire purement japonais. Alors pourquoi autant de mots d'origine chinoise? La réponse à cette question se trouve dans l'écriture. Le japonais n'a jamais développé de système d'écriture indigène. Il a emprunté celui du chinois et l'a modifié pour ses besoins. Et ce n'est pas tout. Très tôt, la culture chinoise a eu une influence majeure sur le Japon, et ce sur tous les plans, culturel, religieux, scientifique et bien sûr linguistique. Si on compare le japonais et le chinois, on repère évidemment des différences majeures. Le japonais a développé un système unique propre à sa langue avec des caractères qui n'existent qu'en japonais. Les kana, hiragana, katakana, mais aussi certains kanji. Mais l'origine de tous ces caractères japonais se trouve dans le chinois et son écriture, les sinogrammes. Ce qui nous amène à la plus grande problématique de notre enquête. Avant l'arrivée de l'écriture chinoise, le japonais était une langue uniquement orale. C'est-à-dire que contrairement à ce que nous connaissons en Europe de l'Ouest, où l'écriture est arrivée relativement tôt, la proto-histoire du Japon se termine tardivement, au premier millénaire. Il faut attendre le 5e siècle pour observer les premières traces d'écriture et le 8e siècle pour que les Japonais commencent eux-mêmes à consigner leur histoire. Tout cela complique fortement la recherche des origines du japonais. Avant l'introduction de l'écriture chinoise, il n'existe tout simplement aucune trace écrite du japonais. On ne peut donc rien savoir directement à son sujet. A l'inverse, côté chinois, l'écriture a été unifiée bien plus tôt, aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ. À la faveur d'échanges culturels, commerciaux et politiques, les Japonais ont emprunté à la Chine un système d'écriture aux contours déjà bien définis, comme les Romains l'avaient fait par exemple avec l'alphabet grec dans l'Antiquité et comme les Grecs l'avaient fait eux-mêmes avec l'alphabet phénicien. Ce système d'écriture, les Japonais continuent de nos jours à l'appeler kanji, littéralement les caractères des Han, autrement dit des Chinois. Pour dater l'arrivée de l'écriture chinoise au Japon, il faut distinguer 3 phénomènes, certes liés mais bien distincts. Tout d'abord, l'arrivée depuis la Chine d'objets portant des inscriptions. On en trouve des traces archéologiques, mais elles n'impliquent pas une utilisation locale et autonome de l'écriture. Ensuite, l'écriture directement en chinois depuis le Japon. À l'origine, les scribes japonais ont directement appris à lire et à écrire le chinois et utilisaient exclusivement cette langue à l'écrit, un peu comme le latin qui a perduré au-delà de l'Antiquité. À la fin de ce processus intervient un dernier phénomène, l'adaptation des caractères chinois pour écrire non plus en chinois, mais directement en japonais. On peut alors commencer à parler véritablement d'écriture japonaise. Le plus ancien objet connu portant une inscription en caractère chinois est le sceau du roi de Na, un sceau en or découvert en 1784 sur l'île de Shikanoshima, au large de Fukuoka, sur l'île de Kyushu. Ce qui n'a d'ailleurs rien d'étonnant. Kyushu est l'île du Japon la plus proche du continent asiatique, et c'est par elle que sont arrivées les influences étrangères. Ce sceau est de fabrication chinoise. Il a été remis par l'empereur de Chine au roi du pays de Na, ou Nakoku, un royaume qui existait alors au nord de Kyushu. Cet objet est mentionné dans un ouvrage chinois du 6e siècle, le livre des Han postérieurs. Selon ce livre, le royaume de Na, dans le pays de Wa, nom que les Chinois donnaient alors au Japon, aurait envoyé en 57 après Jésus-Christ un émissaire auprès de l'empereur de Chine, Rangguangguoti. Celui-ci lui aurait alors remis un sceau en or accroché à un cordon, faisant du roi de Na un vassal de l'empereur. Cette date de 57 après Jésus-Christ permet de situer précisément le sceau du roi de Na dans le temps. Il est le plus ancien objet japonais connu comportant une écriture en chinois. Il faut cependant attendre le 5e siècle pour que les sinogrammes soient adoptés au Japon en tant que véritable système d'écriture. Au cours de cette période, les échanges diplomatiques et culturels s'intensifient avec la Chine, mais aussi la Corée, ce qui permet la diffusion de la culture chinoise dans l'archipel. La plus ancienne trace d'une écriture réalisée par des Japonais en caractère chinois peut être trouvée sur l'épée d'Inariyama, un artefact découvert en 1968 près de Saitama, au nord de Tokyo. Sur la lame de cette épée figurent des noms propres japonais avec les caractères chinois utilisés pour leur valeur phonétique, c'est-à-dire pour leur prononciation. Nous sommes donc témoins d'une véritable révolution. Il ne s'agit plus seulement d'écrire en chinois, mais bien en japonais. L'épée porte même une date, année du cochon de métal, Shinhai en chinois. Le calendrier chinois traditionnel fonctionne comme un cycle qui se répète tous les 60 ans. 2 dates ont été proposées,
471 et 531. Elles permettent donc de situer l'émergence d'une écriture japonaise entre la fin du 5e siècle et le début du 6e siècle. Des traces d'écriture plus conséquentes commencent à émerger au 7e siècle pendant la période d'Asuka. Dans un premier temps, la lecture et l'écriture restent principalement liées aux Chinois. Les Japonais ont alors été confrontés à un problème de taille. Le japonais et le chinois appartiennent à deux familles différentes et ont un fonctionnement lui aussi très différent, à commencer par la structure de la phrase. Comme le français, le chinois répond à une structure SVO, sujet, verbe, objet. Le japonais, lui, a une structure SOV, sujet, objet, verbe. Pour faciliter la lecture de textes écrits en chinois, les japonais ont développé un système hybride très ingénieux, le kanbon. Grâce à des annotations, ils permettent de donner aux mots chinois l'ordre qu'ils auraient si la phrase était en japonais. Des systèmes similaires ont d'ailleurs été élaborés dans d'autres pays qui ont emprunté à la Chine son écriture, à savoir la Corée et le Vietnam. Jusqu'au 7e siècle, la littérature reste cependant très parcellaire. On trouve principalement des copies de sutras bouddhistes, c'est-à-dire des textes sacrés. Un autre objet fascinant de cette époque est le mokkan. À une époque où le papier est aussi rare que cher, les Japonais ont recours, à la place, à une ressource plus économique, des tablettes de bois sur lesquelles ils écrivent des messages informels. La littérature japonaise classique commence véritablement au 8e siècle, pendant l'époque de Nara. À cette époque, les textes sont écrits en chinois classique, avec le système de kanbon qui permet de les lire en japonais. Deux textes majeurs du 8e siècle marquent une rupture dans la culture japonaise, mais aussi dans sa langue. Il s'agit des plus anciens textes historiques connus au Japon, à savoir le Kojiki, terminé en 712, et le Nihon Shoki, achevé lui en 720. Ils sont principalement écrits en chinois classique, surtout le Nihon Shoki. Le Kojiki contient en outre des poèmes japonais écrits en sinogramme utilisés pour leur valeur phonétique. Même chose dans ces deux ouvrages pour les noms propres japonais, ils sont écrits en caractères chinois utilisés pour leur seule prononciation. Pour cet usage, un nouveau système d'écriture émerge à cette époque, les Manyō-gana. Ce nom provient d'un autre livre majeur de l'histoire japonaise de l'époque, le Manyō-ōshū, un recueil de poèmes compilé après 759. Le principe est le suivant. Des kanji, puis des fragments de kanji sont utilisés non pas pour leur valeur sémantique, leur sens, mais bien pour leur valeur phonétique, pour en faire des unités de prononciation. Ils servent donc à écrire le japonais de manière phonétique. Et en cela, ils commencent donc à se détacher de leurs caractères chinois d'origine pour devenir des caractères japonais à part entière. Par la suite, les Manyō-gana évoluent pour devenir les deux syllabaires que nous connaissons bien en japonais, les hiragana et les katakana. Les kanji évoluent eux aussi de leur côté pour répondre à un double usage. Tout d'abord, écrire les très nombreux mots directement empruntés au chinois avec leur prononciation héritée du chinois mais adaptée à la prononciation du japonais. Et de l'autre, écrire les mots issus du japonais ancien tout en gardant leur prononciation historique. Par exemple, ce caractère, qui veut dire livre, base ou vrai en japonais moderne, a deux lectures possibles. Tout d'abord, la lecture hon, qui vient du chinois médiéval pon, et la lecture moto, qui vient du proto-japonique mete. Donc on a une lecture d'origine chinoise et une lecture d'origine japonaise qui se retrouvent dans différents mots en japonais. Ainsi, la lecture d'origine chinoise se retrouve dans le nom officiel du Japon, Nihon, qui est d'origine chinoise, et la lecture d'origine purement japonaise se retrouve dans un autre nom archaïque du Japon, Hi-no-moto. Ce principe a donné naissance à une double prononciation des kanji. D'un côté, la lecture on, ou lecture phonétique. Elle correspond à la prononciation du mot chinois d'origine, passée à la moulinette du japonais. Celle-ci peut d'ailleurs varier en fonction de l'époque et de la zone d'origine d'un mot. L'arrivée des mots chinois en japonais n'a pas été monolithique, elle s'est faite sur plusieurs siècles et reflète aussi l'évolution du chinois. De l'autre, la lecture kun, ou lecture sémantique. Le caractère est utilisé cette fois pour écrire un mot issu du japonais ancien, avec une prononciation spécifique au japonais qui n'existe évidemment pas en chinois. Si la question des lectures on et kun vous intéresse, sachez que j'écris un article très complet sur le sujet sur le blog et je vous invite à le lire en cliquant sur le lien dans la description. À présent, posons une question épineuse. Et avant l'écriture, à quoi ressemblait le japonais? C'est tout le problème de n'importe quelle langue avant qu'on trouve de traces écrites. Sans elle, on ne peut avoir aucune certitude sur l'état de la langue, on peut simplement spéculer. Parce qu'à partir du moment où une langue a été fixée par écrit, on peut en connaître
un état dans l'espace, c'est-à-dire dans une région donnée, et dans le temps, à une époque donnée. Par exemple, la pierre de Rosette, qui est sans doute le texte archéologique le plus connu au monde, comporte une date, 196 avant Jésus-Christ, et un texte écrit en 3 langues, égyptien hiéroglyphique, égyptien démotique et grec ancien. Il permet donc de connaître l'état de ces 3 langues à une époque, le 2e siècle avant Jésus-Christ, à un endroit, l'Égypte. Mais sans écriture, eh bien c'est plus difficile. On peut tout au plus utiliser la linguistique comparée pour reconstruire une langue hypothétique. Et cette langue qui nous intéresse aujourd'hui porte un nom, le proto-japonique. Cette langue ancienne, dont on a vu qu'il ne subsiste aucune trace écrite, a donné naissance à toutes les langues japoniques que nous connaissons aujourd'hui, à savoir le japonais, le hachijo et les langues ryukyu. Mais ce n'est pas tout, car ces langues ne représentent qu'une branche de la famille japonique, les langues japoniques insulaires. Il en existe une autre, les langues japoniques péninsulaires. Cette seconde branche est beaucoup moins bien connue que la première, car contrairement aux langues japoniques insulaires, il n'existe plus aucune langue japonique péninsulaire encore en vie, et il n'en existe aucune trace écrite directe. Malgré tout, l'existence même de ces langues péninsulaires, c'est-à-dire parlées en Corée jusqu'au premier millénaire, permet de mieux éclairer les origines des langues japoniques et du japonais. Les linguistes considèrent qu'il existe une langue proto-japonique originelle, qui a ensuite donné naissance à 2 branches, une branche proto-japonique péninsulaire qui a donné ensuite naissance aux langues parlées dans la péninsule et qui n'existe plus de nos jours, et une autre langue qui a migré dans l'archipel et qui a donné naissance aux langues japoniques insulaires. Ce sont donc bien des populations venues de Corée au premier millénaire avant Jésus-Christ, entre le 8e siècle et le 4e siècle, qui ont apporté la langue proto-japonique sur l'archipel et plus précisément sur l'île de Kyushu. Cette population, qu'on appelle désormais les Yayoi, a aussi apporté avec elle la culture du riz irrigué. Elle s'est peu à peu mêlée à la population autochtone du Japon d'alors, les Jōmon, qui parlaient une autre langue que le proto-japonique, dont il ne subsiste aucune trace à l'heure actuelle, si ce n'est un substrat dans le japonais moderne. Par la suite, le proto-japonique insulaire, toujours sur l'île de Kyushu, s'est scindé en 2 branches. Le vieux japonais, l'ancêtre du japonais moderne, et le proto-ryukyu, l'ancêtre des langues ryukyu. Faute de sources écrites datant du début du premier millénaire, l'époque de la séparation entre ces 2 branches est mal connue. On remarque toutefois dans les écrits japonais du 8e siècle, dans le vieux japonais médiéval, des innovations linguistiques qui n'existent pas dans les langues ryukyu actuelles. On peut donc en déduire que cette séparation a eu lieu plus tôt. À ce sujet, plusieurs hypothèses existent. La plus communément admise place cette scission entre le 4e et le 7e siècle. À l'heure actuelle, on considère que les langues japoniques se répartissent ainsi. Le proto-japonique a donné le vieux japonais et les langues ryukyu. Le vieux japonais a donné le vieux japonais de Kyushu, le vieux japonais occidental, le vieux japonais oriental. Du vieux japonais occidental découle le japonais moderne et du vieux japonais oriental découle le hachijo. Les langues ryukyu, quant à elles, se sont subdivisées en 2 catégories, les langues du nord et les langues du sud. Une autre classification possible fait du vieux japonais du Kyushu l'ancêtre direct des dialectes de Kyushu, principalement de Kagoshima et de Hakata, plutôt qu'une simple influence. D'autres linguistes, comme Elisabeth de Bourg par exemple, ont postulé l'existence d'un groupe à part entière vieux japonais du Kyushu ryukyu et ont fait des dialectes de Kyushu et des langues ryukyu les descendants de ce groupe du vieux japonais. Si l'émergence de la langue proto-ryukyu a eu lieu, comme nous l'avons vu, entre le 3e et le 6e siècle, sa diffusion a été en revanche plus tardive dans les îles ryukyu. Au 10e ou au 11e siècle, soit entre la fin de la période Kaizuka et la période Gusuku dans l'historiographie des îles ryukyu, des colons sont venus de Kyushu pour s'installer dans l'archipel. Pourquoi postuler une date aussi tardive ? Parce qu'on trouve dans les langues ryukyu des mots d'origine sino-japonaise empruntés au vieux japonais, ce qui implique des contacts tardifs entre les 2 langues. La migration des langues ryukyu se poursuit sur plusieurs siècles. Si les premières îles les plus nordiques sont atteintes au 10e ou 11e siècle, les plus méridionales sont atteintes au 13e siècle. Par la suite, l'archipel reste relativement isolé du reste du Japon. En conséquence, les contacts entre les langues ryukyu et le japonais sont rares, ce qui permet une grande divergence linguistique. Quant à la langue proto-ryukyu restée sur l'île de Kyushu, elle a progressivement été remplacée par le japonais et elle est aujourd'hui éteinte. Elle a néanmoins laissé un substrat qui est perceptible dans les dialectes du sud de l'île, notamment celui de Kagoshima. Abordons à présent le cas des différentes langues ryukyu.
L'archipel est très étendu, ce qui favorise l'isolement des populations, donc des langues. Les langues Ryukyu ne sont pas mutuellement intelligibles avec le japonais, mais aussi très souvent entre elles. Par exemple, le linguiste français Thomas Pellard a noté qu'un locuteur du Miyako, une langue d'une île du Sud, ne comprenait ni la langue d'Okinawa, île du nord de l'archipel, ni la langue des îles Yaeyama, pourtant proches géographiquement car situées elles aussi dans le sud. Il existe en outre une grande variété au sein du groupe. Si la grammaire des langues Ryukyu reste relativement homogène d'une langue à l'autre et proche du japonais, le vocabulaire est beaucoup plus varié. Par exemple, ici, avec les mots tête, tu et œuf, donnés en japonais standard, amami et okinawayen de langue Ryukyu du nord, et miyako et yonaguni de langue du sud. La phonologie n'est pas en reste, avec par exemple une grande disparité dans le nombre des voyelles. La langue yonaguni, parlée tout au sud, près de Taïwan, n'en comporte que 3, tandis que le dialecte sani de l'île d'Amami en comporte 11. Le japonais standard, quant à lui, comporte 5 voyelles que vous connaissez bien, a, e, u et o. Les langues Ryukyu sont divisées en 2 grands ensembles, les langues Ryukyu du nord et les langues Ryukyu du sud. Cette division est d'ailleurs bien visible dans la géographie. Le détroit de Miyako sépare nettement 2 groupes d'îles, Amami-Okinawa au nord et Sakishima au sud. Commençons par les langues Ryukyu du nord ou Amami-Okinawayennes. Elles forment un continuum linguistique sur 2 archipels. Au nord, les îles Amami, qui sont administrées par la préfecture de Kagoshima, et au sud, les îles Okinawa, qui appartiennent, elles, à la préfecture d'Okinawa. Il n'existe pas de consensus quant à la classification interne du groupe nordique. Ces langues sont soit classées linéairement, soit dans 2 sous-groupes, les langues Amami et les langues Okinawa. Passons à présent aux langues Ryukyu du sud, aussi appelées langues Sakishima. Comme ce nom l'indique, elles sont parlées dans l'archipel de Sakishima, qui regroupe les îles Miyako et les îles Yaeyama. Elles sont généralement sous-divisées en 3 groupes, Miyako, Yaeyama et Yonaguni. Bien qu'étant proches géographiquement et linguistiquement, ces langues ne sont pas mutuellement intelligibles, c'est-à-dire qu'un locuteur de l'une de ces langues ne comprendra pas les autres s'il ne les a pas apprises au préalable. Comme pour les langues du Nord, vous imaginez bien qu'un débat fait rage quant à leur classification. Elles sont parfois classées en 2 sous-groupes, Miyako et Makro-Yaeyama, qui renferment le Yaeyama et le Yonaguni. Les langues Ryukyu forment donc une branche riche, fascinante et diversifiée des langues japoniques. Malheureusement, elles sont déconsidérées par le pouvoir japonais, qui les perçoit comme de simples dialectes provinciaux du japonais, et elles sont progressivement remplacées par le japonais standard. Les langues Ryukyu sont désormais parlées principalement par des personnes âgées, les locuteurs plus jeunes ayant tendance à être monolingues en japonais, avec toutefois une forte influence dialectale des langues Ryukyu. Toutes les langues Ryukyu sont désormais classées parmi les langues en danger d'extinction par l'UNESCO. 4 de ces langues sont classées dans la catégorie en danger et 2 dans la catégorie sévèrement en danger. Le constat est donc clair. Si le Japon ne fait rien pour inverser cette tendance et promouvoir l'enseignement de ces langues dans les écoles locales, elles pourraient bien disparaître au cours du XXIe siècle. Les langues Ryukyu nous ont apporté de précieux enseignements sur l'évolution des langues japoniques. À présent, penchons-nous sur la plus connue d'entre elles, à savoir le japonais. Pour être plus précis, on pourrait presque parler des japonais, tant la diversité dialectale de cette langue est importante. Ce grand nombre de dialectes s'explique facilement par la géographie du pays. En effet, le Japon est un pays à la fois très étendu et très fragmenté. Il se compose de 4 îles principales et d'un total de plus de 14 000 îles, et une grande partie de son territoire est recouvert de montagnes. Un tel terrain a tendance à isoler les foyers de peuplement les uns des autres et favorise ainsi le développement de dialectes bien distincts. Après son arrivée sur l'île de Kyushu, le proto-japonique a progressivement donné naissance au vieux japonais qui s'est lui-même scindé en 3 branches. Le vieux japonais de Kyushu, le vieux japonais occidental et le vieux japonais oriental. Ces 3 variétés du japonais ont laissé leur empreinte sur les nombreux dialectes parlés au Japon aujourd'hui, et le vieux japonais occidental, qui était centré sur le Kansai, c'est-à-dire le cœur politique et culturel du Japon, a donné naissance au japonais moderne standard. Le vieux japonais oriental constitue un cas intéressant. Il était parlé entre le 4e et le 9e siècle dans l'est de l'île de Honshu, dans une région nommée alors Azuma ou Tohogoku. Pendant l'époque de Heian, c'est-à-dire entre le 8e et le 12e siècle, il est progressivement supplanté par le moyen japonais, issu, quant à lui, du vieux japonais occidental. On en trouve des sources écrites dans des textes tels que le Manyōshū
ce recueil de poèmes du 8e siècle que nous avons évoqué précédemment. Même s'il a disparu en tant que tel, des traces du vieux japonais oriental persistent de nos jours dans les dialectes de l'Est et du Nord du Japon, et surtout dans le Hachijo. Bien qu'il soit nommé officiellement dialecte de Hachijo, Hachijo Hōgen, le Hachijo, appelé Shimakotoba, langue des îles par ses locuteurs, est à présent considéré par les linguistes non plus comme un dialecte du japonais, mais comme une langue japonique à part entière. Il est parlé principalement dans 2 îles de l'archipel d'Izu, situées au sud de Tokyo, Hachijo-jima et Aogashima, et anciennement dans l'île de Hachijo-kojima, abandonnée en 1969. Mais il est aussi parlé dans l'archipel d'Aito, situé à l'est d'Okinawa, qui a été colonisé par des habitants de l'archipel d'Izu. Le Hachijo conserve des caractéristiques phonétiques et grammaticales du vieux japonais oriental. Plus étonnant, il présente aussi des similitudes avec les dialectes de Kyushu et les langues Ryukyu. Il est difficile de savoir si cette ressemblance est le signe d'une parenté ou si elle est simplement due à un contact entre les différentes îles du Japon. Si sa grammaire et sa phonologie le rapprochent du japonais standard, des archaïsmes et des innovations du Hachijo font que l'intercompréhension est limitée. Pour cette raison, il est considéré non plus comme un simple dialecte, mais comme une langue à part entière. Son statut de langue japonique, couplé à sa situation en tant que dernier descendant de la branche orientale du vieux japonais, font du Hachijo un objet aussi fascinant que précieux pour les linguistes. Malheureusement, comme les langues Ryukyu, le Hachijo est classé parmi les langues en danger d'extinction. Il n'est plus parlé que par quelques centaines de locuteurs, tous très âgés. Des efforts sont déployés pour le revitaliser à l'échelle locale, notamment dans les écoles, mais son avenir reste incertain. Il pourrait bien disparaître en tant que langue vivante dans les décennies à venir. Il est maintenant temps d'aborder le japonais et ses différents dialectes. Cette fois, les débats sont plus apaisés. Tous ces dialectes sont regroupés au sein d'une même langue, le japonais. Encore que, certains linguistes considèrent les dialectes de Kyushu, principalement ceux du sud, comme des langues distinctes qui descendraient du vieux japonais de Kyushu. Pour les besoins de cette vidéo, nous les considérerons cependant comme des dialectes du japonais. Lorsqu'on évoque les dialectes, on pense à plusieurs formes régionales d'une seule et même langue japonique, le japonais. Cette différence peut sembler anodine, mais elle a en réalité toute son importance. Revenons un instant dans les îles Ryukyu. Comme nous l'avons vu, les langues Ryukyu tendent à être remplacées localement par des dialectes du japonais, principalement le japonais d'Amami et le japonais d'Okinawa. Il est donc important de ne pas confondre deux parlers. D'un côté, l'okinawayen, qui est une langue japonique qui fait partie des langues Ryukyu. De l'autre, le japonais d'Okinawa, qui est un dialecte du japonais, lui-même fortement influencé par la langue locale, l'okinawayen. Vous l'aurez donc compris, l'okinawayen et le japonais d'Okinawa sont deux langues différentes qui ont un nom très proche qui peut prêter à confusion. Autre remarque importante, bien que les dialectes soient tous du japonais, cela ne signifie pas pour autant qu'ils soient proches les uns des autres, bien au contraire. En fonction de sa région d'origine, un locuteur du japonais pourra trouver certains dialectes faciles à comprendre ou au contraire très difficiles à comprendre. La différence entre dialectes s'opère sur plusieurs points. Tout d'abord, le vocabulaire. Certains dialectes auront des mots et des expressions bien à eux. Ensuite, la phonologie, notamment avec l'accent de hauteur qui diffère en fonction des régions du Japon. Et enfin la grammaire, avec des constructions grammaticales qui peuvent parfois être très différentes d'un dialecte à l'autre. On peut distinguer trois grands groupes de dialectes. Tout d'abord les dialectes de Kyushu, parlés comme leur nom l'indique dans l'île de Kyushu. Ensuite les dialectes occidentaux, parlés eux dans l'ouest de l'île de Honshu. Et enfin les dialectes orientaux, parlés dans l'est et le nord du Japon. On peut également en mentionner deux autres. Tout d'abord les dialectes Tokai Tosan, qui marquent la transition entre les dialectes occidentaux et les dialectes orientaux, et qui comportent des caractéristiques des deux. Ils sont généralement classés parmi les dialectes orientaux. Et enfin, les dialectes du japonais parlés dans les îles Ryukyu. Les dialectes de Kyushu, assez éloignés du japonais standard, portent l'influence du vieux japonais de Kyushu. Ils sont divisés en trois catégories, à savoir le Kagoshima, le Hichiku, dont fait partie par exemple le Hakataban de Fukuoka ou le dialecte de Nagasaki, et à l'est de l'île, le Hōnichi. Les dialectes occidentaux forment un ensemble fortement diversifié, avec notamment le Chugoku, par exemple à Hiroshima, l'Umpaku, sur la côte nord de l'île de Honshu, le Shikoku, qui est parlé dans l'île du même nom, le Kansai, avec par exemple le Kyoto-ban, Osaka-ban, Kobe-ban qui sont bien connus, et le Hokuriku,
qui est, si on veut, le plus oriental des dialectes occidentaux du japonais. Terminons avec les dialectes orientaux, qui, rappelons-le, descendent du vieux japonais occidental et non du vieux japonais oriental. On a tout d'abord l'espace de transition Tokai Tosan avec des caractéristiques à la fois occidentales et orientales. On a ensuite les dialectes du Kanto, dont fait partie le dialecte de Tokyo. Ensuite les dialectes du Tohoku, au nord de l'île de Honshu. Et enfin le cas particulier des dialectes de Hokkaido. L'île ayant été colonisée tardivement, on trouve principalement au centre de ces dernières des dialectes proches de ceux du Kanto, zone d'origine des immigrants qui sont venus peupler l'île, et sur les côtes sud, plutôt des dialectes proches du Tohoku, de par la proximité géographique avec cette région. Ce tour d'horizon des dialectes du japonais s'achève assez logiquement avec une forme du japonais qui vous intéressera tout particulièrement si vous apprenez cette langue, à savoir le japonais standard. Comme tout autre pays possédant plusieurs langues et un grand nombre de dialectes, le Japon s'est doté d'une langue pour les gouverner tous si on veut, le japonais standard, qui est appelé Hyojungo, la langue standard, ou Kyotsugo, la langue commune. Si la pratique des dialectes est bien vivace au Japon, c'est naturellement le japonais standard que vous retrouverez dans les communications officielles, à la télévision ou encore sur internet. Et bien sûr, si vous voulez apprendre le japonais, c'est cette langue que vous apprendrez en priorité. Cette standardisation du japonais s'opère dans le sillage de la restauration de Meiji qui a lieu en 1868. Le Japon entre alors dans une ère de modernisation à marche forcée pour faire jeu égal avec les grandes puissances de l'époque. L'empereur Mutsuhito entend doter le Japon d'un état fort et centralisé. Cette volonté de centralisation impose logiquement l'établissement d'une langue standard qui sera parlée par tous les Japonais. Avec l'avènement du shogunat Tokugawa en 1603, le centre de gravité du Japon se déplace du Kansai vers la région du Kanto. Le dialecte parlé par la classe dirigeante, qui réside dans la ville d'Edo, devenue capitale sous le nom de Tokyo, s'impose naturellement comme langue standard. On parle alors du Tokyogo, langue de Tokyo, un dialecte oriental du japonais. Celui-ci a cependant subi une forte influence des dialectes occidentaux. Celle-ci peut s'expliquer par l'origine du clan Tokugawa dans la province de Mikawa, par les contacts avec la capitale impériale officielle, Kyoto, et par le va-et-vient permanent des daimyo, les seigneurs féodaux, obligés de résider une partie de leur temps à Edo. Durant l'ère Meiji, Tokyo est divisé en deux zones informelles, le Yamanote à l'ouest et le Shitamachi à l'est. Le Yamanote est une région collineuse et constitue le lieu de vie de l'aristocratie, par opposition au Shitamachi, la ville basse, qui est une zone populaire. Cette division de la population donne naissance à deux dialectes. D'un côté, le Yamanote Kotoba, caractérisé par des influences occidentales plus marquées et par un grand nombre d'expressions de politesse. De l'autre, le Shitamachi Kotoba, considéré comme plus populaire. Sa caractéristique la plus connue est la transformation des terminaisons en ai et oi en ee allongé. Ce phénomène se retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans l'argot japonais, par exemple yabai, yabee, sugoi, sugee. Langue de l'élite, le dialecte Yamanote a donc toutes ses chances de s'imposer comme langue officielle de l'État japonais. En parallèle, la langue écrite évolue elle aussi. Jusqu'à l'ère Meiji, le japonais était écrit soit en kanbon, c'est-à-dire en chinois classique, comme nous l'avons vu, soit en japonais classique, qui correspond à la langue parlée à l'époque de Heian, c'est-à-dire du 8e au 12e siècle. Cette langue écrite, aussi appelée bungo, est alors parfaitement inaccessible à la grande majorité des japonais. Un peu comme l'ancien français peut l'être à un francophone qui ne l'a jamais étudié. À cette époque, il existe donc un gouffre entre la langue écrite et la langue parlée, ce qui est d'ailleurs ironique puisque le japonais classique avait été conçu pour ressembler à la manière dont les gens parlaient à l'époque de Heian. Des intellectuels et des réformateurs lancent alors le mouvement Genbun Echi, qui peut se traduire par unité de l'oral et de l'écrit. Ils proposent alors d'abandonner le japonais classique pour écrire en japonais oral, le Kōgo, une langue comprise par tous. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ce mouvement connaît cependant des hauts et des bas. Il faut attendre le début du 20e siècle pour que cette transition s'opère réellement. En 1900, le gouvernement japonais crée la société du Genbun Echi, avec à sa tête le réformateur Maejima Hisoka, le fondateur de la poste japonaise. Cette société s'emploie à imposer une version modernisée du japonais avec pour objectif final une langue que tout un chacun puisse maîtriser. Cette intense activité de lobbying est couronnée de succès. Dans les années 1900, le japonais classique et le kanbon disparaissent peu à peu de la littérature. Dans les années 1920, les journaux l'abandonnent à leur tour.
Le japonais classique perdure cependant dans un domaine, les documents gouvernementaux. Il faut attendre la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les documents soient rédigés en japonais moderne, à l'image de la nouvelle constitution en 1946. De nos jours, il est possible de trouver des lois promulguées avant 1946 qui sont toujours en vigueur et rédigées en japonais classique. Ce processus de modernisation et de standardisation de la langue touche bien évidemment aussi l'écriture. En 1900, les kanas sont standardisés. À chaque syllabe doit correspondre à un unique hiragana et un unique katakana. Les caractères en surplus, nombreux à l'époque, sont relégués dans une catégorie archaïque, les hentai kana. Ils cessent alors d'être enseignés à l'école. Cette standardisation touche aussi les kanji. En 1922 est établie une première liste de 1962 kanji officiels. À la même époque, plusieurs intellectuels militent même pour la suppression pure et simple des kanji dans l'écriture japonaise. L'année 1946 marque ensuite un tournant, avec plusieurs réformes d'importance qui fixent l'orthographe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une première concerne les kana, pour les faire correspondre à la prononciation actuelle du japonais. Une seconde standardise les kanji et en propose une nouvelle liste officielle de 1850 caractères, les Toyo kanji. Elle consacre au passage leur forme simplifiée appelée Shinjitai, au détriment de leur forme traditionnelle plus complexe, les Kyojitai. Cette liste est remplacée par une nouvelle en 1981, les Joyo kanji, qui a encore cours aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Au cours de notre voyage, nous avons levé le voile sur la véritable nature du japonais. Loin du discours officiel qui consacre une langue unique et monolithique, l'archipel abrite une famille de langues d'une grande richesse, les langues japoniques. Le japonais y occupe une place prépondérante, mais il ne doit pas faire oublier ses langues sœurs, les langues Ryukyu et le Hachijo, menacées de disparition. Le japonais s'est construit en intégrant des apports du chinois, qui lui a fourni une grande partie de son vocabulaire, ainsi que son écriture. Depuis plus d'un millénaire, les japonais redoublent d'ingéniosité pour s'approprier les caractères chinois, pensés pour une langue radicalement différente de la leur. Ils ont façonné une écriture unique, d'inspiration chinoise, mais indéniablement japonaise. De nos jours, le japonais fait coexister une langue standard, commune à tous, avec un grand nombre de dialectes régionaux. La situation du japonais, telle que nous la connaissons aujourd'hui, aurait pourtant pu être complètement différente. Son évolution a été agitée par des débats sans fin sur la langue adoptée pour la littérature, sur le bon emploi des kana et des kanji. Divers mouvements ont d'ailleurs longtemps prôné la suppression des kanji, voire un passage pur et simple à l'alphabet latin. Le japonais continue et continuera encore longtemps à évoluer. De nouveaux mots et de nouvelles expressions apparaissent chaque jour, enrichissant sans cesse son lexique. Son épopée est donc loin d'être terminée. Maintenant que nous avons vu comment se sont formées les langues japoniques modernes, revenons aux origines. Nous connaissons désormais la langue proto-japonique, qui a donné naissance au japonais, au Hachijo et aux langues Ryukyu. Une question reste en suspens. D'où vient le proto-japonique? Où et quand est-il apparu? Comment s'est-il diffusé pour arriver jusqu'au Japon? Pour répondre à cette question, il nous faudra traverser le détroit de Corée, aussi appelé détroit de Tsushima. Notre enquête se poursuivra sur le continent asiatique, à la recherche des origines du japonais. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous vous en doutez, elle m'a demandé énormément de temps, que ce soit pour les recherches, l'écriture ou le montage. Donc si vous l'avez apprécié, vraiment, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, ou à la partager avec vos amis. Pour finir, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, et si vous souhaitez apprendre le japonais, vous pouvez rejoindre mon site Ganbare et recevoir un kit de bienvenue gratuit et très complet pour faire vos premiers pas. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur le lien dans la description. À bientôt.